Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité. Ici Philippe Labrec au micro. Notre époque carbure à la polémique. Chaque jour, une nouvelle controverse surgit, enflamme nos réseaux et occupe nos débats publics. Certains éclairent des enjeux cruciaux pour notre avenir collectif, mais trop souvent, elles sombrent dans la platitude, la superficialité, voire la bassesse. Alors, faut-il voir dans la polémique une dégénérescence du débat ou, au contraire, un art avec ses règles et sa noblesse? Pour en parler, nous recevons Patrick Dionne, écrivain, auteur de plusieurs livres d'aphorismes, notamment L'heure venue, apparaître ces jours-ci, et d'une anthologie de Claude-Henri Grignon intitulée Un conservateur enragé, publié aux éditions Synoptique. M. Dionne est également ancien directeur de la rédaction de la revue Égard. Patrick Dionne, bonjour. Bonjour, M. Labrec. Et bienvenue. J'ai mentionné que vous avez été directeur de la rédaction d'Égard. Le magazine ne publie plus, c'est bien ça? Non, la vie de la revue est terminée. Malheureusement, merci. Oui, tout à fait. C'est quand même une revue qui ne reculait pas devant la pandémie. Je dis les choses brièvement, mais je pense que c'est assez vrai. Comment définir ceci? Pourquoi en vouloir parler aujourd'hui de la polémique, justement? Eh bien, c'est que la polémique me paraît illustrer la vie de l'esprit et la vie dans une cité. Dès le moment où la polémique disparaît, on tombe dans le débat, vous l'avez dit en introduction, dans le débat qui est d'une platitude infinie. Et donc, c'est la mort de l'esprit, en quelque sorte, s'il n'y a plus de débat. Dans la vie, vraiment, on lutte et c'est la même chose dans l'ordre de l'esprit, dans l'ordre de la pensée. Il y a une confrontation entre les idées dans notre propre esprit, en tout premier lieu, et ensuite avec les adversaires qui ne pensent pas comme nous. Donc, la polémique me paraît être quelque chose de vital et même un indice civilisationnel. Ça se fait à deux, non, par contre? Ça se fait tout à fait à deux, effectivement. Donc, il doit y avoir en face de nous quelqu'un qui est prêt à entendre ou au moins à se faire attaquer. et donc, la polémique est un indice civilisationnel. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate, vous l'avez mentionné un peu en ouverture, c'est qu'il n'y a plus, à mon sens, de vraie polémique. Nous sommes à notre époque, nous baignons dans une espèce d'esprit de procès perpétuel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'accusés, il n'y a que des coupables. Donc, on dénonce et le procès est déjà fait, tout tracé d'avance, et la sentence aussi est déjà dressée d'avance. Alors, on se retrouve, par exemple, avec un homme de bonne foi là, qui va dire un lieu commun, du genre il y a en ce monde des hommes et des femmes. Des différences entre les deux. Par exemple, oui. Ouais. Et il va dire non, il n'y a pas 8 sexes, ni 9, ni 10, ni un seul. Il y en a 2. Bon, et ceci remonte au moins depuis le temps d'Adam et Ève. Et là, tout de suite, on va voir des kabbalistes furieux se ruer sur lui, l'accuser d'être intolérant, fermé d'esprit, attardé. On va essayer de le déshonorer, de lui faire perdre son emploi peut-être. Et on va, bien entendu, le sommer de s'excuser. Alors, très soviétique. Très soviétique, tout à fait, très moderne, très révolutionnaire aussi. Donc, dans un espace comme celui-là, y a-t-il une place pour la vie de l'esprit? Non. Pourquoi en sommes-nous devenus... pourquoi avons-nous atteint ce niveau? Il y a plusieurs raisons, bien entendu, mais en ce qui concerne la polémique, qui, je le rappelle, vient du mot grec polémos, donc rapport à la guerre, qui est relatif à la guerre. Polémos en grec, ça signifie guerre. Et donc, c'est un discours ou un écrit offensif, mais qui a pour fin de persuader ou d'enseigner. Donc, de persuader ou d'enseigner. C'est très important, ça. Et à notre époque, la polémique s'égare puisqu'elle se prend elle-même comme fin, qui est d'anéantir l'adversaire. Donc, il n'y a plus rien à enseigner, ni non plus personne à persuader. Pourquoi? Je vais prendre un exemple que vous connaissez très bien, dont vous parlez souvent en ondes. Ce sont les militants du mot en W. Hein? Les militants du mot en W n'ont rien à enseigner. Et ils n'ont... Le mot en W, on parle du wokisme.
un mot, moi, que je me refuse à prononcer en ondes parce qu'il est trop laid. Okay. Bon, je vous laisse le dire. Mais je veux assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde ici. Là. Tout à fait. Donc, ce mot en W, donc ses partisans n'ont rien à enseigner et ils n'ont personne à persuader non plus, puisqu'ils n'ont rien à enseigner. Mais ils convertissent. Alors, ce qui leur reste, c'est la destruction, l'anéantissement. Et là, donc, on voit une absorption du polémique par la politique, par la soif de pouvoir, par la vengeance, par le ressentiment. Voilà un usage détourné de la polémique. Par ailleurs, on voit la même chose chez Donald Trump. Donc, une absorption du polémique, de la politique par le polémique. Donald Trump est un mauvais insulteur. Il se lâche un peu, il va selon ses humeurs, il y va à son goût, mais ce qui fait qu'il aggrave les tensions, les conflits qui sont naturels au sein d'une société en insultant de cette façon-là et en réduisant la politique à la polémique. Il ne faut pas oublier que la polémique n'a pas de fin en soi. Elle est un moyen, toujours. C'est perpétuel. Un moyen. Oui, tout à fait, tout à fait. On parle de mauvaise polémique, là, mais quels sont les moyens, les bons moyens de la polémique? Et avez-vous quelques exemples? Oui, la polémique est de toujours, n'est-ce pas, depuis l'origine des temps. Et je prendrai ici un exemple, par exemple, du poète Horace, poète latin du 1er siècle avant notre ère, qui fustige les Romains pour leur impiété, un thème immortel. Donc, Horace, tu expiras innocent les crimes de tes aînés, Romains, tant que tu n'auras pas restauré les temples, les demeures des dieux qui s'effondrent et leurs statues souillées de noire fumée. Bon, nous pourrions faire un parallèle avec l'écroulement de nos églises au Québec aujourd'hui. On change 2 ou 3 mots et c'est la même signification immortelle. Donc la polémique, vous voyez, peut servir à défendre des vérités supérieures religieuses, philosophiques, morales, économiques. Elle n'a pas de genre défini. Elle peut se greffer à tous les types de discours, même. Ça peut être la chanson, le poème, le cinéma, ça peut être le théâtre. Donc ici, on est vraiment dans une ode d'Horace. Donc voilà pour notre cher Horace. Donc ça nous ramène, je vous le disais à l'instant, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il parle des temples romains, pas ici des églises. Oui, des temples romains. On parle du polythéisme romain. Tout à fait, tout à fait. Donc, on voit que déjà Rome, à ce moment-là, est en pleine décadence. Et donc, Horace somme ses concitoyens de se redresser parce qu'il sait très bien que la cité ne peut tenir, ne peut survivre dans l'impiété, dans un climat d'impiété tel que celui-là. Genre la polémique qu'on a plus aujourd'hui. On calque Horace aujourd'hui, qui se fait très bien, comme vous l'avez dit. Qui se pose ces questions-là aujourd'hui? Il y a une poignée de gens. C'est plutôt rare, c'est plutôt rare. Au Québec, plus beaucoup. Publiquement encore moins. Publiquement encore moins. En France, il y a encore des lieux de polémique réels. Aux États-Unis aussi, tout de même, mais aux États-Unis, le problème, c'est qu'il n'y a pas de règle du discours. Donc, parce que vous l'avez mentionné en ouverture, la polémique est un art aussi. On pourra y revenir un peu plus tard dans l'entrevue. Mais c'est un art, ce n'est pas un défoulement. Et aux États-Unis, malheureusement, on assiste souvent à du défoulement pur et simple, là. Alors voici ici un autre type de polémique. Ici, il s'agit de Karl Kraus, écrivain satirique du 19e siècle, un Autrichien. Donc vous allez voir la différence entre les tonalités et le genre que Karl Kraus utilise. Ici, Karl Kraus s'attaque au progrès, à l'idéologie du progrès elle-même. Il dit « Le progrès est un photographe de presse. Sans lui, l'instant où le roi de Saxe après la visite d'une usine de soda, regagne sa voiture, serait irrémédiablement perdu. À quoi ça ressemble, se demande-t-on? Comment fait-il? Comment marche le roi? Eh bien, il met un pied devant l'autre et le photographe de presse a figé cet instant. Donc, vous voyez, la satire, la façon de démonter l'événement avec lequel on a voulu faire en réalité un événement, le photographe de presse, alors qu'il n'y en a pas d'événement. Il n'y en a tout simplement pas. Donc, Kraus a été un homme qui s'est attaqué furieusement aux journalistes de son temps pour cette fausse création, en fait, cette création de faux événements à répétition
quelqu'un de très intéressant à lire. C'est peut-être encore vrai aujourd'hui, en ce qui a trait aux médias. C'est plus que jamais vrai, et non seulement les journalistes, mais maintenant, le moindre kidam qui a un compte Instagram ou quoi que ce soit peut inventer un événement. Par exemple, il est allé chez le dentiste. Bon. C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas un lien entre la démocratie, la démocratisation des médias et le déclin de l'art de la polémique? Oui, forcément, puisque plus les choses se démocratisent de cet ordre-là, quand les arts se démocratisent, pour prendre une chose très, très concrète, plus leur niveau baisse. Vous le voyez, par exemple, le cinéma, aujourd'hui, il est plus facile de faire un film que d'en voir un bon. Donc, subventionner la plupart du temps. Oui, oui. Alors, surtout au Québec. C'est comme ça pour le cinéma, mais c'est comme ça pour la littérature et pour la polémique en particulier. Donc, on ne comprend plus que derrière ce que j'ai lu d'Horace, par exemple, ou de Karl Kraus, il y a un travail réel. Il y a un détachement aussi par rapport à l'objet qu'on veut attaquer. Et ce qui est fondamental dans la polémique, dans la bonne polémique, c'est qu'il ne faut pas se mettre devant. Il ne faut pas essayer de défendre ses propres intérêts. La polémique réussie est celle qui vise à défendre ou à persuader ou à enseigner une vérité supérieure, quelque chose qui dépasse la personne qui parle. Quand on s'en tient à dire « mon voisin est un ci, est un ça », on fait fausse route tout de suite et on a l'air d'un homme du ressentiment. Donc, vous aviez des exemples québécois aussi là, de polémistes qu'on pourrait peut-être citer maintenant, si vous voulez bien. Oui, tout à fait. Nous avons une tradition fort méconnue au Québec de polémistes d'envergure. Je pense à Oliver Asselin, par exemple, Victor Barbeau, Claude-Henri Grignon. Plus près de nous, on a Gary Caldwell, Jean Renaud, qui étaient des collaborateurs de la revue Égard, dont vous avez parlé tout à l'heure. Et nous avons aussi ce journaliste de très haut calibre qui s'appelle Jules Fournier, qui est né en 1884, mort en 1918. Jules Fournier a écrit en 1908 donc un article savoureux qui s'appelait « La politique et l'art vétérinaire ». Et Jules Fournier se demandait pourquoi, dans le comté de Vaudreuil, tous les élus étaient des vétérinaires. Hein? C'est tout de même... Aujourd'hui, c'est des avocats, on dirait. On est passé des vétérinaires aux avocats. Des vétérinaires aux avocats. Je ne sais pas si on peut parler de progrès. Quoi qu'il en soit, Jules Fournier donc, se posait cette question. Et le député fédéral de Vaudreuil, à cette époque-là, était un certain Boyer, donc un monsieur Boyer, qui possédait des chevaux et qui possédait aussi un journal à Vaudreuil qui s'appelait L'Écho de Vaudreuil. Donc, Jules Fournier trouvait que ça faisait beaucoup de chapeaux pour un seul homme et il s'est permis d'écrire ceci. Jules Fournier qui parle, « On pourrait seulement se demander ce que deviendra L'Écho de Vaudreuil quand son rédacteur actuel, le monsieur Boyer en question, sera forcé de voir à la direction d'un ministère. Nous suggérons qu'en cette occurrence, il se fasse remplacer par son cheval. Il y a du reste tant de journalistes qui pensent et écrivent comme des chevaux qu'on ne voit pas bien pourquoi un cheval ne pourrait pas penser et écrire comme un journaliste. » Oui, le ton de Jules Fournier est très particulier. Il a écrit des souvenirs de prison qui sont délicieux et Jules Fournier a fait de la prison très précisément à cause d'une polémique contre un juge. Il a été accusé de libeller, il a été incarcéré, donc Oliver Asselin aussi a fait de la prison pour ça. Donc, on est à la limite de l'insulte aussi. Ça pourrait être, aujourd'hui, on dirait, on diffame quelqu'un. On est proche, en tout cas. Oui, mais il y a une façon, justement, l'art de la polémique permet de dire ce qu'on a à dire sans avoir trop de procès sur le dos. Ah ouais. Oui, et en détournant les choses. Bon, voyez-vous ici un Français qui aurait pu subir un procès, qui en a subi un, mais pour d'autres raisons. Il en a subi un pour obscénité, pour les fleurs du mal. Donc, il s'agit de Charles Baudelaire. Ici, Baudelaire, qui est un polémiste féroce et cruel, parle de George Sand. Alors, voici ce petit extrait. Oreille chaste, s'abstenir, peut-être. Charles Baudelaire. Il ne faut pas croire que le diable ne tente que les hommes de génie.
Il méprise sans doute les imbéciles, mais il ne dédaigne pas leur concours. Bien au contraire. Il fonde ses grands espoirs sur ceux-là. Voyez George Sand. Elle est surtout, et plus que toute autre chose, une grosse bête. Mais elle est possédée. C'est le diable qui lui a persuadé de se fier à son bon cœur et à son bon sens, afin qu'elle persuadât toutes les autres grosses bêtes de se fier à leur bon cœur et à leur bon sens. Je ne puis penser à cette stupide créature sans un certain frémissement d'horreur. Si je la rencontrais, je ne pourrais m'empêcher de lui jeter un bénitier à la tête. Bon, voyez-vous jusqu'où peut aller la polémique. Et les Français sont les plus grands polémistes, sans doute, en tout cas dans l'époque moderne. On pense à Baudelaire ici, je pense à Léon Bloy, je pense à Jules Barbé d'Aurevilly qui qualifiait l'Académie française de vieux pot à cornichons. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Je ne sais pas ce qu'il en dirait aujourd'hui, mais il aurait certainement une épithète fleurie délicieuse. Léon Daudet aussi, le grand Léon Daudet, polémiste de l'Action française, qui parlait d'Émile Zola et qui le qualifiait d'inventeur de la fresque fécale. Bon, voyez-vous. Alors, les Français sont vraiment des maîtres de l'invective du monde moderne, mais il y a toute une tradition, et je m'en voudrais de ne pas nommer un polémiste de l'Antiquité de la plus grande importance, qui est Aristophane, déjà qui se moquait dans les nuées de Socrate. Et on voit, là, donc, au fil du temps, dans toutes les nations, de grands esprits et de grands écrivains. Je vous dirais qu'il n'y a jamais eu de grands écrivains qui n'eût été, à un moment de sa vie, polémistes. On parle de plusieurs... Vous avez nommé plusieurs personnes dans différentes époques. On retourne à la Grèce antique, à Rome et, la France du 19e, début 20e siècle. Mais aujourd'hui, qu'est-il arrivé aux polémistes? Est-ce que... je ne vous demande pas de nommer les noms, là, mais... Quelle nature faut-il à quelqu'un pour devenir un polémiste efficace? Et pourquoi donc il n'y en aurait plus aujourd'hui? Eh bien, l'une des raisons, c'est un peu le climat général. Hein? Donc, on sent bien que la vie de l'esprit est de plus en plus délicate, difficile, et qu'on risque des représailles en se présentant, en allant polémiquer. Ensuite, il y a peut-être une frilosité, un discours humanitaire, un peu psychologisant, qui essaie de nous faire croire que les polémistes sont des gens méchants, frustrés, pleins de ressentiments. On ne comprend plus le satire ni le sarcasme non plus. On ne comprend plus. Mal accepté, c'est très mal vu. On préfère le défoulement, pour une raison qui me paraît très étrange. Donc, si vous le souhaitez, Philippe Labrec, je vous donnerai en manière accélérée un cours d'insultes rapidement. Bon, alors disons que nous sommes en pleine polémique et vous m'attaquez, vous me traitez de con, tout simplement. Bon, bien, évidemment, vous ratez la cible et vous montrez aux gens qui vous lisent ou qui vous écoutent que vous n'avez absolument aucune imagination. Faisons monter le niveau un peu. Vous m'attaquez, vous me réattaquez une seconde fois. Cette fois-ci, vous me traitez de papiste échevelé et fendant. Bon, je vous vois rire. Vous voyez tout de suite, vous avez saisi quelque chose d'un peu plus précis, vous faites preuve d'un certain sens de l'observation, vous avez le goût des mots, déjà, c'est plus satisfaisant. Une troisième attaque, cette fois-ci, vous optez pour la théâtralité. Et vous vous exclamez... Par exemple, mais sous cette crinière, y a-t-il une tête? Bon, voyez-vous, un autre genre. Et pour terminer, pour vraiment m'abattre, vraiment me faire taire pour de bon, vous me lancez, vous me décochez la flèche et vous me traitez d'espèce de gueule d'amour polisseuse de phrases qui se prend pour Samson. Voyez-vous, selon mes critères, ça, c'est une belle insulte. Si vous auriez traité de réactionnaire, vous n'auriez pas été trop... Je vous aurais traité de flatteur. Bon, à chacun ses insultes, à chacun ses compliments. Est-ce qu'aujourd'hui, comment dire, il y a une façon de réhabiliter la polémique? On a une minute à peu près. La réhabilité, ce sera très difficile. Mais ça, je reviendrai à ce que j'ai déjà dit. C'est que il faut prendre une distance avec l'objet. Il ne faut pas perdre de vue les vérités qu'on veut défendre, qu'on veut enseigner. Et il ne faut pas perdre de vue qu'on a des gens à persuader de choses
ultime de choses de la plus haute importance et mettre de côté ses petits intérêts personnels, sa petite personne. Ce serait la toute première chose à faire. Voilà. Patrick Dionne, auteur et directeur des éditions Synoptique, merci. Merci à vous, M. Labrec. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. À la technique, Daniel Fortin, à l'animation, moi-même, Philippe Labrec, et on vous invite à rester sur les ondes de Radio-VM.